Salut tout le monde, bienvenue sur le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast vélo favori. Et il est d'autant plus favori quand on aborde évidemment les pavés. On sait que ce Petit Plateau, on adore les pavés. On va entrer dans le vif du sujet tout prochainement avec la Semaine Sainte des Flandriennes qui se ponctuera avec le Tour des Flandres. Mais avant cela, il y a d'autres courses et c'est de ça dont on va parler dans ce numéro. Mais avant d'évoquer les trois grosses finalement classiques flandriennes qui vont précéder le Tour des Flandres, on va aborder eh bien, ce qu'on vient de voir tout récemment, c'est-à-dire le premier monument de la saison, Milan-San Remo. On l'avait préfacé ensemble, on va le débriefer ensemble avec Alexis et Damien. Salut les copains! Salut, Salut, salut. salut. Alors, on va rentrer évidemment dans le vif du sujet directement. Milan-San Remo, on l'avait dit, c'était peut-être le scénario le plus hypant de cette saison, en tous les cas, au niveau des monuments. Je pense qu'on n'a pas été déçus. Peut-être, messieurs, pour commencer, en un mot, qu'est-ce que vous retenez de cette Primavera 2025? Moi, j'ai trois mots, parce que tu m'avais pas dit en un mot, donc tu me prends au dépourvu. Hein. Mais j'avais prévu une réponse, figure-toi, en trois mots. Je voulais dire audace, abnégation et force tranquille. Donc, vous avez compris, c'est un qualificatif pour chacun des trois champions qui nous ont livré un merveilleux spectacle. Moi, je dirais prévisible, mais incroyable, parce qu'on en parlait, on aurait pu le prévoir, mais ça reste incroyable et quasiment inimaginable, en fait, même, d'avoir attaqué dans la Cipressa, vous l'aurez compris. C'est vrai qu'on l'avait dit dans le petit plateau, hein. On avait dit, idéalement, il faudrait attaquer là-bas, mais il y en a un qui peut être fou pour le faire, c'est Mmh. lui et donc voilà, c'est un mot que j'avais choisi, c'est le mot folie, en fait. Parce que pendant, 25 kilomètres, on a vécu un final de folie. J'avais aussi pensé à suffocation parce que pendant les 25 derniers kilomètres, voilà, c'était, haletant au possible. Mais effectivement, je vais rebondir sur ce que tu disais, pardon Damien. 3 mots pour, bien qualifier les 3 performances. Peut-être dans un premier temps s'arrêter justement sur, les performances de Van der Poel, de Ganna et de Pogačar. Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Je sais que par exemple, Alexis, tu avais dit: «Si un mec peut les suivre dans le Poggio», il l'a même fait avant finalement, c'était Ganna. Donc, je ne vais pas dire que tu t'y attendais, que tu le savais, mais enfin voilà, j'imagine que tu étais moins surpris peut-être que d'autres de Ghana. Est-ce que tu pensais qu'il serait à ce point aussi fort pour malgré tout jouer la victoire dans le sprint final? Bah, le podium, je pense on a été nombreux à pouvoir le prévoir, mais le scénario pas. Et non, Ghana, c'est dur à dire, en fait, parce que, oui, je l'attendais assez fort que pour suivre dans le Poggio, mais ici, c'est vraiment, oui, comme dit Damien, c'est de l'abnégation qui a été monstrueuse et en fait, j'y reviendrai, mais il est pas dans la roue directement de Pogačar et Van der Poel quand ils attaquent, il est moins, explosif, donc il perd 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres et ils sont très peu nombreux dans le peloton à pouvoir revenir sur ces 2 lacs s'il y a 20 mètres d'écart. Donc c'est vraiment là qu'il a été, impressionnant. Il n'a pas suivi l'attaque comme j'ai pu l'imaginer, mais il a fait peut-être encore plus impressionnant en fait, hein, c'est de revenir une fois que 20 mètres ont été perdus face à eux 2. Ouais. Damien, tu parlais d'audace pour Pogačar. Tu avais dit, hein, en amont de la course que ton favori, c'était pas le Slovène, c'était Van der Poel. Le résultat ne t'a pas fait mentir. Tu t'attendais, on en avait déjà parlé, mais tu t'attendais à ce que Pogačar, puisse mettre à ce point autant de mine et pour au final terminer simplement entre guillemets «3e»? Ah, en fait, pouvoir mettre autant de mine, je suis pas surpris. On parle de Pogacar, mais par contre, c'est ce que j'allais dire. On peut un peu être fier de nous si on regarde la preview sur les noms qu'on a donnés. Par contre, on avait dit oui, il pourrait attaquer. C'est peut-être sa meilleure chance d'attaquer de la Chypressa, mais on y croit. En tout cas, moi, je me rappelle très bien avoir dit que j'y croyais pas du tout. Et non, j'y croyais pas du tout. Et en fait, quand j'ai vu Wellens faire le pied, je me dis ah tiens, et qu'est-ce qui va se passer après? Et tout de suite, j'aurais dû comprendre, mais même mon esprit à ce moment-là refusait encore d'y croire qu'il allait le faire, quoi, ce malade. Et Et donc loin, ouais, loin du sommet quoi. ouais, et ça a été fou. Et c'est pour ça que oui, je résume ça à l'audace parce qu'il y avait que lui pour le tenter. Et par contre, effectivement, c'était pas mon favori. Et là, sur Van Der Poel, là, j'avais tout bon. J'avais pas bon du tout sur le scénario, mais sur Van Der Poel, pour moi, Van Der Poel dans cet état de forme, on l'avait dit dans la preview, sur Milan-San Remo, il est injouable. Mmh. Injouable.
Ouais, j'ai trouvé aussi effectivement. Peut-être avant d'évoquer Van der Poel, pour rester un tout petit peu sur Pogacar, son sprint, ça a été pas mal commenté. La position qu'il adopte paraissait la meilleure en fait, hein, de pouvoir surprendre les deux hommes. Mais est-ce qu'il ne fait pas une erreur en se laissant finalement trop décrocher, en peut-être en insistant peut-être finalement sur le fait de rester dans la roue de Ghana et de ne peut-être pas faire le saut directement sur Van der Poel? Est-ce que c'est une erreur du Slovène? Je sais pas, c'était bien tenté. Maintenant, il l'a fait trop. C'était caricatural. Visuellement, c'en était presque ridicule parce qu'il perd 15 mètres. Il aurait pu en perdre que 5, comme Wout l'a fait à l'E3 par exemple. Mais c'était bien tenté parce que théoriquement, et je dis bien théoriquement, on s'attendait tous, eux aussi, à ce que Van Der Poel fasse le sprint le plus court possible et que Ghana lance de loin. Donc, ce qu'il voulait faire, c'est prendre de la vitesse, prendre la route Ghana et forcer Van Der Poel à faire un long sprint, tout en ayant pris de la vitesse et de l'aspiration de Ghana. Donc, c'était peut-être sa meilleure chance au final, mais il a pris tellement de retard, voilà, il était tellement derrière que Van Der Poel s'est dit j'y vais. Et au final, une fois que Van Der Poel lance son sprint, bah, tu peux pas lui reprendre 30 mètres comme ça. Donc oui, c'est une erreur d'avoir autant reculé, mais c'était bien tenté. Bah, Alexis a tout dit. Le seul truc que je rajouterais, c'est n'en faisons pas tout un débat parce que de toute façon, il était cuit, il n'aurait pas gagné le sprint même s'il Ouais. l'avait fait autrement. Ouais, d'ailleurs, les interviews d'après-course bah, sont là, hein. Tant chez Ghana deuxième que chez Pogacar troisième. Ils ont dit il n'y a aucun regret à avoir. Ils ont tout tenté, ils ont tout donné. Et quelque part, c'est même aussi Hem, chouette finalement d'avoir, non pas un duel, mais un triel avec Ghana Mhm. qui s'est mêlé à la chose, qui peut-être redéfinit un petit peu le terme de fantastique ou qui vient à la postuler, à pouvoir entrer dans un cercle très fermé, dont d'autres coureurs sont peut-être en train de sortir. On y reviendra dans cet épisode. Mais par contre, effectivement, le roi pour l'instant des monuments en tous les cas, bah, c'est Van der Poel. Force tranquille, tu disais Damien. Effectivement, moi je trouve que il n'a jamais paru être véritablement en difficulté. Il a toujours pu répondre. Quand il a laissé quelques mètres, on se demande si c'était pas un peu pour tester les autres aussi. Et Mhm. puis son sprint, je pense que il Ouais. surprend tout le monde. Je ne sais pas s'il a surpris sa propre équipe, son propre directeur sportif dans la voiture, mais en tous les cas, effectivement, tout le monde, je pense, attendait le sprint long et c'est ça qui lui donne, je pense, la victoire, c'est d'avoir surpris le temps que Ghana et que Pogacar réagissent. C'est trop tard. Ouais, mais Ouais. tu l'avais dit, Alexis, je me rappelle de la preview, c'est vrai, on avait rarement vu sprinter comme il faisait. C'est pas Ouais. vraiment une surprise non plus, vu son début de saison. Il avait montré tout ça, hein, et quand tu dis est-ce qu'il testait pas les autres, moi je pense, parce que c'est Ghana qui fait l'effort de récupérer ça au tout début, il laisse un Ouais. peu aller. Van Der Poel, c'est malin, si Ghana fait l'effort, bah, il va pas aller le faire à sa place. Mais je pense qu'il sait très bien que le jump, il peut le faire s'il voit que Ghana croule totalement. Voilà, il est intelligent, il met sa petite cartouche dans le pot de jeu en se disant bah, on sait jamais. Il n'insiste pas en fait. Il se dit bon, si je peux le décramponner et pas risquer le sprint, je le fais. Mais voilà, il voit que Pogacar revient, il n'insiste pas, il sait qu'il va gagner au sprint. Moi j'ai eu l'impression, en fait, j'ai entendu Gérard Bullens dire quand il passe au sommet du pot de jeu, on sait qu'il va gagner. Mhm. Moi j'ai eu l'impression quand je l'ai vu répondre à Gipressa, déjà là je savais qu'il allait gagner. Enfin, évidemment, je dis ça parce que c'était déjà mon favori de base, mais il Ouais, ouais. semblait. Il a l'air très facile. Ah ouais, ouais. Ouais. Maintenant, il y a encore Une, des points à améliorer chez UAE et chez Pogacar, mais bon, on y reviendra l'année prochaine pour le preview. Les attaques doivent être un peu mieux placées, les équipiers un petit peu mieux choisis. Mais voilà, il va analyser ses erreurs et il reviendra l'année prochaine. Ouais, une stat assez affolante, hein, Pogacar aurait atteint 50,4 km/h dans la Cipressa lors de l'une de ses attaques, je pense la première. 50 km/h, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Ouais, Moi, c'est jamais incroyable. j'atteins ça sur le plat, et j'ai du mal à l'atteindre en descente, donc c'est totalement hallucinant. Tellement hallucinant que finalement, que ce soit Pogacar, Van der Poel ou donc Ghana, fait qu'on en oublierait presque. Il y avait plein d'autres coureurs derrière qui ont tenté d'exister. Je pense qu'on a tous pu saluer je vais pas dire la performance, mais là, je vais peut-être reprendre le mot de Damien, l'audace peut-être d'un Romain Grégoire qui s'est Mm. essayé, qui a eu raison finalement de le faire. Qu'est-ce qu'il avait comme intérêt à rester calfeutré dans le peloton? Au moins, on l'a vu, on a pu citer son nom. D'autres gars, finalement, sont restés assez inaperçus, sans faire une mauvaise course,
sans faire Mhm. de mauvaises ascensions, que ce soit dans la Cipressa ou le Poggio. Qu'est-ce que vous retenez finalement parmi tous les coureurs après ce trio fantastique? Malheureusement, j'avoue, j'ai beaucoup plus facile à retenir des déceptions que des satisfactions derrière le trio. Notamment Pidcock, en qui moi je croyais, je sais qu'Alexis avait ses réserves, bah, là il avait vu juste, mais c'est à la limite qu'ils soient pas avec les trois, c'est une chose, mais qu'ils doivent Mm. rentrer dans la descente sur le groupe de poursuite. Ouais, mais Là, apparemment, il est tombé, hein. j'avais pas cette J'ai vu info. ça Ok, aujourd'hui. J'ai vu ça aujourd'hui. Il serait tombé dans la Cipressa et il aurait monté le Poggio plus rapidement que Van Der Poel et Pogacar. ok. C'est lui, il y a une photo d'ailleurs qui circule sur les réseaux, c'est lui qui franchit le Poggio en premier dans le groupe des poursuivants. C'est Et on l'a Pidcock, même, ouais, on l'a même effectivement. pas vu en fait. On n'a pas vu. On n'a pas vu, non, non. Et avec un peu d'avance ou ça se. Non, avec un demi-vélo d'avance sur la suite. Je vous avoue que je ne sais plus exactement qui suit Ouais, directement Pidcock. Je sais que Coy est dans les 4-5 premiers. ok. Van Gils est très fort aussi à cet endroit-là. C'est intéressant. Effectivement, Pidcock, c'était peut-être le numéro 4 dans la hiérarchie. On aurait peut-être du coup, bah oui, aimé le voir tenter en tous les cas, ou être capable de suivre évidemment ne fût-ce que Ghana et donc bah, forcément Van Der Poel et Pogacar dans la Ouais. Cipressa. Par contre, tu Mais parles de Koy, et lui il confirme. Bon, après, malheureusement, il y a toujours un peu mieux. Donc, c'est compliqué de jouer la gagne, mais dans les sprinteurs, il confirme quand même qu'il s'est passé, hein. ouais, il est bien passé. C'est vrai qu'à part ça, on n'a pas vu grand-chose et il n'y a pas grand-chose à dire et pour moi, pas grand-chose à critiquer parce que le peloton était extrêmement étiré dans la Cipressa et comme je disais, on a les deux coureurs les plus explosifs du peloton potentiellement et ils sont très rapides aussi après. Donc une fois que tu as perdu 10-15 mètres, c'est impossible de revenir. Donc voilà, un peu déçu de Peterson éventuellement, même si c'est pas la première fois qu'il déçoit sur du 4-5%, on va dire, hein, dans le Poggio. Ici c'est la Cipressa, mais on peut le comparer. Mais voilà, capable de boucher le trou sur deux gars sans aspiration, comme je disais, à part Ghana, il n'y en a pas grand monde qui sait le faire. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur les autres au final. Ouais, mais globalement, Pedersen, c'est une chose, mais tout le bloc Lidl, franchement, quand tu Ouais. vois le groupe de contre et que tu te dis, bah, il y a quoi? Il y a un Lidl dedans? C'est pas Mhm. possible, quoi. Enfin, tu vois, un peu décevant, alors que c'est le bloc qu'on attend, Ah peut-être oui, parce qu'on qu'on les attendait aime à fond. beaucoup, hein, mais Mm. voilà. Ouais. Alors on va quitter, j'allais dire le soleil d'Italie. Bon, c'était pas tellement ensoleillé hein, Hum. sur San Remo. Mais n'empêche, on va regagner plutôt le nord ici avec les pavés, cette fois-ci, les pavés flandriens. Cela dit, on va rester avec certainement, en tous les cas, la plupart des coureurs qu'on vient de citer, puisque dans les trois courses qu'on a analysées dans cet épisode, il s'agit de l'E3, de Gand-Wevelgem et de À travers la Flandre. Ce sont donc les trois classiques qui préparent, on va dire ça comme ça, le round avec des monts, avec des pavés, certains plus que d'autres. Est-ce que, première question, malgré la présence de Van Der Poel, de Pogacar sur certaines hein, des courses, de Mhm. Ghana également, est-ce que ces trois courses, c'est peut-être la chance pour d'autres coureurs bah, d'accrocher une belle classique, sachant que peut-être hein, que les Fantastiques se réservent pour le round qui aura lieu à la fin de cette semaine sainte? Mais je pense que ça dépend quelle course. C'est-à-dire, ils vont pas. Oui. Voilà, il y a certainement une chance sur peut-être sur les deux d'ailleurs, sur à travers la Flandre et peut-être même sur Go Wiggle Game. On y reviendra. Je suis pas convaincu, mais il y a peut-être une ouverture quand même. Le 3, ça semble beaucoup plus compliqué. C'est ça. Mais je vais donner la parole à Alexis parce que je sais qu'il maîtrise bien toutes les différences de parcours et machin chouette. Donc il va mieux expliquer que moi le pourquoi du comment. En dehors déjà de la start list de toute façon, hein, t'es présent ou pas présent. Bah oui, oui, c'est ça. Sur Gand-Wevelgem, oui, il y a une chance pour les autres. C'est la moins dure des trois. À travers les Flandres, éventuellement aussi, ça dépendra de la forme des Visma. Mais pour moi, s'il y a Van Aert, Benoot, Jorgensen en forme, je pense qu'il y aura un duel UAE-Visma et un scénario un peu similaire aux années précédentes avec des successions d'attaques qui font que les autres craquent. Maintenant, si vous voulez que je vous parle rapidement des profils différents des trois courses, je peux le faire. Euh, on a, bah, je vais le faire dans l'ordre, hein. On a le 3 qui présente 1950 mètres de D+, donc c'est assez proche de ce qu'il y a sur le Rhône. Généralement, le Rhône, c'est 2200, mais il y en aura moins cette année, c'est 2000. Donc le 3 et le Rhône sont quasi aussi verticales, on va dire, l'un que l'autre. Mais c'est plus court, et il y a plusieurs monts qu'on retrouve dans le 3 qui est également lors du Tour des Flandres. Donc
on considère le 3 comme une vraie répétition du round, avec beaucoup de monts similaires, beaucoup de difficultés similaires. Donc vraiment, c'est de loin la plus compliquée des trois. C'est pour ça qu'on y reviendra, mais un autre vainqueur que Pogacar, Van Der Poel, voire Van Aert, impossible. Ouais, peut-être juste préciser que effectivement, j'ai vu passer le chiffre tout à l'heure, ce sont 17 monts qui Mhm, sont, ouais. concentrés sur 100 kilomètres pour, le 3. Voilà. Tandis que sur d'autres courses, c'est beaucoup moins concentré. Gand-Wevelgem, notamment, ici, c'est 1300 mètres de D+, beaucoup moins. Il y a moins de pavés. Et bah, justement, les monts sont moins concentrés les uns sur les autres et sont globalement plus loin de l'arrivée. Donc on peut faire la différence, mais cette combinaison d'un peu tous les facteurs que je viens de dire fait que des sprinteurs costauds gagnent assez régulièrement sur cette course. Mais il y a aussi du vent qui joue un rôle et il y aura beaucoup de vent dimanche dans la région. Donc le vent plus le Kemmelberg, ça peut quand même faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc ça reste une course extrêmement plaisante à regarder. Je vous invite absolument à la regarder. Et à travers les Flandres, c'est aussi 1205 mètres de dénivelé. Donc c'est encore moins que Gand-Wevelgem. Mais par contre, c'est beaucoup plus court que Gand-Wevelgem. Donc les difficultés sont beaucoup plus concentrées, ce qui fait que les hommes forts gagnent généralement aussi avec des successions d'attaques. Ouais, et je pense que les dernières ascensions aussi, souvent jouent. C'est-à-dire qu'à Gand-Wevelgem, on a quand même, je pense, à une On trentaine de est, kilomètres de l'arrivée. ouais, même 50, ouais. Voilà, ouais, ouais, donc ça peut jouer effectivement. Un petit point, tu parlais du vent. On a déjà une idée du sens du vent, c'est-à-dire que le final, ça Oui, va être. trois quarts d'eau normalement dans les Mouron, donc ça peut être nickel pour les bordures. Ok. Ouais. Et là, on annonce jusqu'à 40 km/h. Donc, ça peut vraiment faire des dégâts. Ouais, donc il faudrait effectivement être présent avec une équipe solide aussi pour, Ouais. au-delà de ses forces personnelles, de pouvoir compter sur les équipiers pour, ne pas se laisser enfermer et ne pas se laisser surprendre. Dans cette optique, allez, je vous propose de peut-être le faire, les 3 l'une à la suite de l'autre. On va commencer par le 3, le petit round comme on l'appelle souvent. Ben voilà, c'est effectivement la répétition générale, même si d'autres courses vont suivre évidemment entre le 3 et le Rhum, mais c'est la répétition générale du Tour des Flandres. Et donc on va avoir une start list qui sera très, 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 très proche de celle du Tour des Flandres où, bah, finalement on reprend les mêmes que Milan-San Remo. On enlève Pidcock et on rajoute Wout van Aert, si on voulait faire un petit peu court. Qu'est-ce que vous attendez comme course sur le 3? Et peut-être aussi, comme, personnalité entre guillemets, comme coureur, qui pourraient, tirer leur épingle du jeu? Sur le 3, moi, je vois bien Pogacar, Van Der Poel à coup sûr, largement devant les autres. Et il reste l'inconnu Wout van Aert. Je sais que voilà, on donnera chacun notre avis sur ce qu'on attend de lui cette saison, mais c'est le seul qui peut suivre les deux autres sur le 3. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, il l'a déjà fait, hein. On rappelle qu'il y a Ouais. 2 ans, c'est lui qui battait, au sprint, Van der Poel et Pogacar. L'année passée, sur le 3, on se rappelle aussi que, il était apparu assez affûté, Mhm. et c'est une chute dans un tronçon pavé, je ne vais pas Le dire Paterberg. anodin, hein, mais c'était, ah oui, 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 Au oui, pied du loin d'être Paterberg. anodin, c'est ça, loin d'être anodin. Il a chuté au pied du Paterberg, ce qui effectivement avait considérablement, hypothéqué ses chances de victoire. Il avait tout remonté dans le Vieux-Quarmont pour Exactement. effectivement, échouer à une vingtaine de secondes de Mathieu van der Poel qui avait réussi à garder l'espace et à pouvoir finalement, s'en sortir. Mhm. Est-ce qu'un Mats Pedersen, par exemple, on en avait parlé en amont de Milan-San Remo, est-ce qu'un Mats Pedersen, c'est quelqu'un qui peut jouer, quelque chose sur cette classique-là en particulier? Non. Pour moi, non. C'est un gars ultra solide, mais on le voit dans le Poggio, on le voit dans le Tyenberg à chaque fois qu'un des fantastiques ou ex-fantastiques attaque, il n'est pas assez rapide sur les difficultés en fait. Il est ultra costaud, il est bon au sprint, il est ultra résistant, mais sur les difficultés en explosivité pure, et ça peut paraître bizarre vu son profil, il n'est pas assez rapide. Encore une fois, je suis totalement d'accord. Et le mot qui m'intéresse le plus, c'est résistant. On a parlé en off avec Alexis. Plus, tu vois, je le fais monter dans la hiérarchie sur un run à la limite, Mhm. en disant qu'il va finir plus loin des vainqueurs. C'est un peu paradoxal, hein, il faut un peu me suivre. Il va finir plus loin des vainqueurs, mais dans la hiérarchie, si tu comptes en chiffres, euh, ben, je le mets un peu plus haut parce qu'il a justement cette capacité de résistance que d'autres n'ont pas. Mais ben donc non, après pour le reste, je suis d'accord avec tout ce qu'Alexis a dit. Et pourtant, il fait des bons Kemmelberg l'année dernière sur Gand-Wevelgem, donc Oui, c'est vrai.
Il en est capable, mais Mathieu Van Der Poel était dans un moins bon jour aussi. Et il y a Pitty avec eux, qui Pitty en soi, il est super fort, mais il est quand même censé être moins rapide sur un mont pavé qu'un Wout van Aert ou un Pogacar. Mhm. Ouais. Est-ce que ça peut être aussi la chance peut-être d'un fidèle lieutenant? On pense à Tim Wellens, par exemple, pour Pogacar, voire même un Jonathan Narvaez qui pourrait avoir sa carte à jouer sur ce type de course, dans une mesure où les tout grands favoris se neutraliseraient. Le Bah, 3, moi, j'y crois pas. c'est Pas ça. sur le 3. Parce qu'il y a le vieux Cormont, en fait, et le Paterberg, ils vont aller trop vite. Regarde, Et, regarde rien que l'année passée, Van Aert revient après sa chute sur le Paterberg. Il fait le vieux Quarmont en tête, et il fait péter tout le monde, dont Jorgensen. Donc pour moi, le vieux Quarmont, ça va aller trop vite pour les autres. et psychologiquement, je ne crois pas qu'il y a que les suiveurs qui disent que c'est le petit run. Je crois que là, il va y avoir un affrontement sur le run. Ils se retrouvent sur le 3. Je crois qu'ils vont chercher quand même à marquer le territoire et à dominer cette Mm. course-là. Je Ouais. crois, hein. Voilà. Ouais, ouais, je pense aussi. Oui, c'est une façon peut-être aussi de marquer des points mentaux, entre guillemets, Mhm. justement en vue du round. Peut-être avant d'évoquer, allez, qui sera notre favori, peut-être continuer. On va aller 2 jours plus tard voir Gand-Wevelgem. Alexis, tu l'as dit, hein, moins de D+, des côtes qui sont, enfin des monts qui sont situés plus loin de l'arrivée. Là, par contre, on a aussi des portions plutôt de type gravel, hein. C'est une nouveauté depuis Mhm. quelques années Ouais. maintenant sur Gand-Wevelgem. Et c'est vrai que ça a le don, je dirais, d'un petit peu muscler cette course. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Gand-Wevelgem, a priori, c'est une course qui est assez prestigieuse, hein, dans le calendrier, peut-être la plus prestigieuse des trois finalement dont on parle aujourd'hui au niveau de l'historique. Euh, Historiquement, ouais. voilà, peut-être pas récemment. C'est une course qu'on voit souvent, enfin en tout cas de plus en plus, on la voit comme étant une chance presque unique pour les sprinteurs. Et à contrario, c'est peut-être sur cette course-là qu'on a vu le plus récemment des petits groupes l'emporter. Donc, bah, même question, à quel type de course vous attendez pour cette saison-ci, ce Gand-Wevelgem? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile à lire que sur, euh, que sur le 3 parce que, bah, tu viens de le dire, les différents scénarios sont possibles, hein. J'exclus pas, malgré les hasards au départ, je n'exclus pas. Alors, sprinter, entendons-nous bien, hein. Il y a sprinter et sprinter, hein, voilà. Mais voilà, par exemple, je saute un peu, enfin, c'est peut-être pas vraiment le sujet, mais pour illustrer le propos, je suis très déçu que Philipsen, je ne sais pas comment il va récupérer, mais bon, quand on Mm. l'a vu sur Milan-San Remo, c'était compliqué, parce que, voilà, vu ce qu'on a vu depuis le début de saison, là, Philipsen sur Go Game, j'aurais aimé le voir face justement à Tadej Pogacar qui est là, à Ghana, le Ghana qu'on a vu. Donc, tu peux avoir un Pogacar qui va la gagner, parce que Pogacar est capable, il n'a pas besoin que ce soit hyper dur, enfin, même si Milan-San Remo, ben, ça n'a pas été, mais il y a moyen de faire la différence sur le Kemmelberg et de tenir peut-être derrière. Mais tu peux très bien avoir aussi un groupe qui revient et qui sprint. Et tu peux avoir Ghana qui refait autant. On n'a même pas évoqué Ghana sur le 3, autant sur le Go Game. Je le remets totalement dans le jeu. Ouais. C'est vraiment hyper ouvert en fait comme course. Ouais, mais quand même, c'est vrai que quand on regarde les gagnants de ces dernières années, ou même depuis toujours, c'est quand même toujours des gars qui sont rapides au sprint. Toujours. Mais on est dans une période particulière avec un gars monstrueux, donc c'est pas à exclure que lui sache s'isoler. Mais voilà, c'est quasi le seul, à l'image d'un Wout van Aert en 2022, je reviens encore avec lui. Mais en 2022, c'était pas le même Van Aert que maintenant, donc il faut vraiment être très très fort pour savoir s'isoler. Donc vu que Pogacar est là, il sait gagner, oui, mais c'est vraiment une course où il faut jamais, jamais, jamais mettre de côté des gars comme Deli ou autre. On se rappelle aussi que les fantastiques peuvent être battus, hein. L'année passée, Mats Pedersen l'avait emporté Ouais. au sprint devant Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel qui ne sera pas présent, a priori, sur Gand-Wevelgem cette saison. Tu parles d'hommes rapides, hein. On se rappelle aussi qu'il y a 3 ans, si je ne m'abuse, c'était Binyam Girmay qui avait remporté cette course en devenant le premier Africain à remporter une classique pavée. On se rappelle aussi qu'un certain Christophe Laporte avait écrasé au sprint Wout van Aert. Ouais, mais justement, je me permets de le corriger parce que voilà, ils sont arrivés à deux, donc c'est plus facile que d'arriver seul. Et Van Aert a laissé gagner la porte, évidemment. Sorry, Voilà. désolé pour ça.
Mhm. Mais enfin, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est souvent ici, en tout cas sur les premières années, c'est jamais des pelotons de 25 mecs qui viennent s'imposer à Wevelgem, alors que Mhm. c'est peut-être ce à quoi on s'attend. Et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que enfin, on pourrait s'attendre à ce que des Olaf Kooi, des Jasper Philipsen, des Biniam Girmay soient les tout grands favoris de cette course-là. Et bah, effectivement, tant les zinzins de Pogacar, on va même mettre Ghana maintenant dans le lot, hein, ou les hommes forts qui peuvent éventuellement partir avant, bah, pourraient peut-être, pourquoi pas, déjouer ce scénario de sprint. Là Ben, encore, on revient. Oui, Romain, j'ai une question. Je suis en train de parcourir la start list en même temps que je t'écoute. La question, c'est aussi quelle équipe aura assez d'hommes, si la course a durci, aura assez d'hommes que pour rouler et amener un sprinter à l'arrivée. dans- tout à fait, dans les 50 derniers kilomètres, hein. Moi, je me dis toujours, il va y avoir, même si ça, il y a des petits regroupements, je ne vois pas un énorme groupe et donc il y aura peut-être un groupe tactique qui va partir. C'est pour ça qu'en fait, cette course, Très cool. lève de rien, elle est charmante, hein. Ah oui, oui, elle est magnifique. Mm. Et l'année passée, donc Pedersen et Van Der Poel arrivent à 2. Derrière, il y a un groupe de 44 hommes qui arrive à seulement 16 secondes. Donc tu vois, c'est quand même toujours possible d'avoir un peloton qui joue à la gagne. Et ici, c'est vrai que bon, il faudrait parcourir la start list, mais on peut penser à Lidl Trek éventuellement, voir Oui. Alpecin, ouais, non, compliqué, pour venir jouer la gagne Alpecin, avec si Philipsen, je ne sais pas, il y a qui chez Alpecin? Parce que si Philipsen était bien, bah, on sait qu'Alpecin, il faut mettre tout autour d'un sprinter. et Visma peuvent Euh, aussi pour Koei. Oui, et puis on peut imaginer aussi un Red Bull, par exemple, hein, faire Oui, le oui. train derrière avec les frères Van Dijk, Jurgen Van Poppel qui Pity. vient là pour lancer Meus. Donc, et puis Pitty, effectivement, qui, à mon avis, aura peut-être plus une carte à Ouais. jouer Vu ce qu'il à fait 3 l'année l'offensive. dernière, justement. Ouais. Ah ben voilà. Ouais, ouais. Mais effectivement, je pense que c'est une course qui, on l'a dit, historiquement était la plus prestigieuse des trois. Elle a été dépassée, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon opinion, par le 3 dans la hiérarchie ici de Mhm. façon assez récente. Mais c'est pas pour autant que c'est une course dégueulasse à regarder, que du contraire, elle pourrait être intéressante. Tu l'as souligné en plus tout à l'heure, le vent, hein, on sait bien que dans le West Hook, et c'est la course qui va se retrouver le plus finalement dans l'ouest de la Flandre, et donc le plus proche du littoral, et donc peut-être aussi la plus exposée finalement aux rafales et autres. Et c'est peut-être là qu'on va avoir le plus, justement, on vient de le souligner, le plus besoin d'une équipe costaude autour de soi pour Mhm. pouvoir l'emporter. Là, de nouveau, avant de citer un nom pour le favori, on va passer à la troisième course, peut-être la plus petite, entre guillemets, des trois, tant au niveau de l'historique que de la distance ou que du prestige. C'est à travers la Flandre, hein, Dwars door Vlaanderen, à travers les Flandres, si on veut être correct. Là, à quoi faut-il s'attendre cette fois? ouais, non, souvent, si je dis pas de bêtises, un homme qui arrive à s'isoler, non? Ou je dis n'importe quoi. J'ai l'impression que Oui, souvent, et souvent tactiquement aussi, hein, c'est ou ça, voilà. par une succession d'attaques par équipe, l'équipe qui est en surnombre, souvent, enfin Mhm. les 2 dernières années en tout cas, arrive à gagner. Pour ça que je parlais de UAE et de Visma ici pour cette édition. Oui. Est-ce qu'il y a... J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a Fantastique sur la start list? Eh bien, justement, pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas annoncé quand on parle de fantastique. Donc, il n'y a ni Pogacar, ni Van Der Poel. Van Mais Aert est Van annoncé. Aert quand Donc, même. C'était voilà. c'était le but de ma question. C'était un peu pour provoquer, mais je vois que Romain a fait son choix. Alexis n'a pas l'air d'accord avec le choix. Non, Non, la liste de fin 2022, où on appelait les six fantastiques, n'a plus lieu d'être. Parce qu'en 2022, ils étaient très proches l'un de l'autre, ils étaient tous à des années-lumière des autres. Ici, Watt, je suis persuadé, enfin on peut en reparler, je pense qu'on va retrouver un bon Watt cette année, mais ça n'a plus rien à voir. Pogacar est beaucoup trop au-dessus des autres, Vingegaard est beaucoup trop au-dessus de Roglic, Van Der Poel est beaucoup trop au-dessus de Van Aert, et Remco est un petit peu entre tout ça. Donc voilà, cette liste de six fantastiques n'existe plus, ça c'est clair. On rappelle aussi que c'est une course qui réussit bien aux coureurs de Visma, hein, puisque Mhm. Jorgensen l'avait remporté l'année passée. C'était Laporte qui l'avait remporté l'année avant. Et je pense même qu'on peut dire que c'était Van Baarle qui était encore à l'époque chez Ineos, qui est aujourd'hui chez Visma, qui est blessé. Donc d'ailleurs, Laporte aussi, hein, malade. Donc Visma qui connaît finalement un début de printemps
à nouveau assez chaotique. C'est peut-être pour ça aussi, finalement, que Wout van Aert ne sera peut-être pas aussi bien entouré que ce qu'il aurait pu espérer. Et il faut voir dans quelle mesure ça ne peut pas lui être préjudiciable. Mais c'est vrai que c'est une course aussi qui gagne à être connue parce qu'il y a peut-être moins de pression. Il y a peut-être aussi, comme on l'a dit, il n'y aura pas les tout grands fantastiques. Et donc, c'est peut-être celle des trois qui apparaît, en tous les cas, sur papier la plus ouverte, finalement. Mhm. Juste pour revenir sur Van Aert, euh, j'aimerais bien aussi avoir votre avis, hein. Est-ce que vous pensez qu'il va retrouver son niveau ou pas? Euh, c'est une question difficile et j'ai une double question qui se pose en moi. Est-ce qu'il va retrouver son niveau d'avant? Je ne sais pas. Est-ce que son niveau d'avant serait suffisant? Ah oui, ça c'est autre chose. Je ne crois pas. En fait, je crois que les autres ont continué encore à progresser et que son niveau d'avant, je ne sais pas si. Alors là, on parle des plus grandes courses, hein, je ne parle pas d'une course comme Dwars-Vlaanderen. Mais après, en fait, à la fois, on en a déjà parlé, moi j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce qu'il s'est passé tellement de choses et que il rajeunit pas, hein, et qu'au bout d'un moment, c- ça va lâcher, malheureusement. Je lui souhaite pas, mais je pense que si ça continue comme ça, en tout cas, ça va lâcher. Après, il nous a toujours prouvé qu'il revenait. Ouais, oui, bien sûr. Chaque année, il montre qu'il est fort à un moment sur la saison. Donc, est-ce qu'on a une vraie raison objective de ne pas croire en un retour au très très haut niveau? Bah, non. Donc, j'ai envie de croire que oui, il va redevenir très bon. Mais c'est vrai que dans ma tête, ça va être, tu parlais de la liste des fantastiques, ça va être quelque part entre Mathieu Van Der Poel Oui, et le reste du peloton. Pour moi, il sera ouais, toujours largement au-dessus du reste, hors ouais. les fantastiques, quoi. En fait, le problème, c'est que lui est tellement souvent blessé, il revient très fort, mais les autres, Pogacar, Van Der Poel, on a l'impression qu'ils progressent continuellement. Donc, est-ce Mhm. que, ça c'est une question que je viens de me poser là dans ma tête, est-ce que en étant aussi souvent blessé, on peut continuer à progresser comme ceux qui ne se blessent pas le font? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on peut retrouver son niveau d'avant ou est-ce qu'on peut progresser? Il nous Peut-être, le dira. ouais, peut-être rappeler quand même que Mathieu Van Der Poel a connu des gros problèmes de dos hein, pendant, Mhm, pendant mhm. de nombreux mois. On se souvient aussi des championnats du monde en Australie, à Wollongong. Alors là, c'était pas une blessure, mais enfin, on sentait bien que mentalement, ça n'allait pas avec tout ce qui s'était passé la nuit. Rappelez-vous, on était dans une période où Van Aert prenait l'ascendant, clairement, sur Van Der Poel. En Et 2022, puis, ouais. voilà, il a fallu finalement, entre guillemets, une période de cyclocross inversée pour que Van Der Poel reprenne le lead. Et puis là, on a toujours tendance à dire depuis, et moi le premier finalement, hein, depuis que c'est mentalement, que chez Van Aert c'est un peu plus délicat, que de voir finalement son rival de toujours, comme tu viens de le dire, progresser continuellement pendant que soi-même on est arrêté pour cause de blessures, pour cause de ci, de cela, c'est compliqué. Moi, il y a quand même, et on l'a déjà évoqué dans le petit plateau, il y a quand même un truc qui me chiffonne de plus en plus, c'est cette propension de Visma, mais également de Wout van Aert, à partir en stage continuellement. Mm. Euh, on l'a vu, ceux qui suivent un petit peu les données, etc., sur Strava, il vient de péter des scores en montagne. Donc on est en train de parler ici de classique flandrienne, avec certes des monts, certes du D+, au menu. Et pour se préparer à ça, Wout van Aert va grimper le TID à Tenerife. J'ai du mal à comprendre. J'ai d'autant plus de mal à comprendre que ça fait 3 4 ans qu'il fait ça, et que ça fait 3 4 ans que ça ne marche pas, que ça ne marche plus. Alors il y a eu évidemment le Covid, rappelez-vous, ça qui avait aussi hypothéqué son printemps en 2022, si je ne m'abuse. Donc, il n'y a pas que ça, bien évidemment, qui entre en ligne de compte. Mais j'ai un peu l'impression que là où il y a une, une césure qui s'est creusée finalement progressivement entre d'un côté Van Der Poel, Pogacar c'est un être à part, donc je ne le prendrai même pas, mais entre Van Der Poel et Van Aert, c'est là. C'est-à-dire que Van Der Poel euh, a je veux dire, spécialisé, enfin pas spécialisé, il a vraiment mis, c'est plus qu'une priorité, c'est tous ses objectifs sur quelques courses très Mm. ciblées, Mhm. quelques monuments, 3 4 5 dates maximum sur une saison. Quand je dis date, c'est des jours, hein, c'est pas des semaines, c'est des jours. Et il fait tout pour s'y préparer. Pour s'y préparer, il court pas mal, il court pas peut-être
énormément, mais il court quand même plus qu'un Wout van Aert. La meilleure preuve, c'est que pendant que Wout van Aert est en train de grimper le TID à Tenerife, euh, Mathieu Van Der Poel fait Tirreno Adriatico, où il est dans un peloton, il frotte, Ouais, ouais. il prend le rythme de la course. Et là, on va voir un Wout van Aert qui va débarquer sur toutes ces courses flandriennes, mais qui n'a pas encore couru cette saison-ci, qui va devoir trouver son rythme, on le voit avec d'autres coureurs hein, qui, parfois, quand ils reviennent, ont l'impression d'avoir fait un bon entraînement, notamment en altitude, dans des stages et autres, et puis se rendent compte qu'en fait, oui, si, leurs data, hein, leurs fameux data sur le Garmin ou le Whoop sont très bonnes, mais c'est pas ça, ça ne marche pas. Euh, et donc, je pense vraiment que c'est là où il y a cette césure. C'est que Wout van Aert perd progressivement non seulement le flair de la course, euh, mais en plus, euh, il est en train finalement je veux dire, allez, je ne trouve pas le mot adéquat, mais les forces qu'il pourrait mettre pour ses objectifs à lui, bah, il n'en met pas la priorité. Mais donc c'est quelqu'un, on va peut-être de nouveau voir un Wout van Aert qui va faire un Tour de France extraordinaire, un Giro peut-être dans le top 10, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend de Van Aert? Est-ce que c'est ça que lui veut faire de sa carrière maintenant? C'est pas le message qu'il renvoie. Et donc on a l'impression là d'un coureur qui est toujours un petit peu entre deux choses et qui ne se focalise pas, qui ne met pas un focus sur vraiment un objectif, comme le fait Van Der Poel. Et En tout Mais cas, là, il dit qu'il suit un programme spécifique pour le Round et pour Roubaix. C'est ce qu'il a fait l'année dernière. Sur le 3, il semblait quand même très très fort. Donc, j'ai confiance, pour ne pas dire que je lui accorde le bénéfice du doute, je vais lui dire que je lui accorde ma confiance. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné les années précédentes, mais ça n'a pas fonctionné pour des raisons autres que physiques, souvent. Il y a eu le Covid, il y a eu des chutes, il y a eu des crevaisons. Il y a eu des fois aussi en 2023 et en 2021 où il semblait trop juste parce qu'il a beaucoup couru avant. Donc voilà, je pense qu'il a fait ses choix, pas trop courir pour pas avoir un volume de course trop important comme il a pu le faire par le passé. Et il fait probablement ses stages en altitude avec beaucoup d'intervalles et autres pour être prêt à ce type d'effort-là. D'ailleurs, Van Der Poel aussi fait des stages en altitude, hein, c'est juste qu'il les fait avant. Maintenant, là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que oui, physiquement, je lui fais confiance, mais sa capacité à frotter, à se positionner à l'avant du peloton et même aussi à comprendre la science de la course comme le fait Van Der Poel à merveille, est-ce que là, ça lui est bénéfique tout ce qu'il fait depuis 3-4 ans maintenant? Je ne pense pas. Et les chutes n'aident pas non plus à venir se frotter. Donc, je pense que mentalement, non seulement, bah oui, il l'a toujours eu d'ailleurs depuis son adolescence ou à la sortie de l'adolescence, il a un petit complexe vis-à-vis de Van Der Poel. Mais en plus de ça, les chutes font que, bah oui, il va avoir plus de mal à avoir confiance en lui et confiance en sa capacité à frotter. ouais, j'aime beaucoup la réponse aussi d'Alexis. Et, mais je vais même rajouter, si lui a un complexe, j'ai l'impression aussi que ça va dans les deux sens, que Van Der Poel maintenant, entre guillemets, complexe de supériorité, ça veut dire que Van Der Poel, je disais force tranquille sous Milan San Remo, mais même mentalement, il a force tranquille en fait. Ouais, Le gars, il a gagné. Et quand est-ce qu'il est battu sur un de ses objectifs? C'est très rare. Très, ouais. très rare. Il a été battu par Pogacar sur un run, mais quand il coche quelque chose qui est dans ses cordes et où il arrive au top de sa forme, Il est fort, il est trop il fort. gagne. Il est Ouais. fort, il gagne presque tout le temps. Mhm. Et donc, il a moins. Lui, il les a, ces courses-là, au palmarès. Donc, je pense vraiment que tout ça, ça joue beaucoup. Et effectivement, après, sur tout ce qui est placement, etc., je pense que bah, je suis un peu d'accord avec vous deux, il faut faire un mix des deux. Je crois que les stages n'auront pas aidé. Et effectivement, comme Alexis le dit, je pense que plus tu chutes, et ça joue beaucoup aussi sur ta confiance et ta capacité à bien te placer et à prendre les risques qu'il faut sans les prendre, en fait. Prendre les risques Mhm. sans tout risquer. Je sais pas. Oui, ça signifie quand même que, bien évidemment, on va attendre de Wout van Aert qu'il joue les premiers rôles sur ces trois courses-là. Qu'il en gagne peut-être une, ça on verra dans quelques Non. instants, avant d'évoquer toujours les favoris. Parmi les trois courses qu'on vient d'évoquer, quel est votre préféré, tout simplement? Moi, c'est déjà dans l'ordre. Le calendrier a le même ordre que mes favoris. J'ai pas vraiment de préféré en fait. Je pense que ça va dépendre chaque année de Ouais. qui est au départ, de ce qu'on a vu avant, de ce qu'on a vu. Enfin, tu vois. Alors, du coup, si je dois répondre pour cette année, ce sera le 3, mais c'est pas toujours le cas. Parce que ça Mm. semble facile, entre guillemets, de dire le 3 parce qu'on va naturellement vers ça maintenant. Euh, mais là, c'est parce qu'avec ce qu'on a vu sur Milan-San Remo, ben,
je veux la revanche sur un terrain où je suis beaucoup moins sûr de moi quand je devrais donner mon nom. Donc oui, ça me hype vraiment de voir ça. Mais après, si tu me dis Go Evil Game, je me projette un peu. Là, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir autant, parce que je l'ai déjà dit tantôt, Ghana, j'y crois pas sur le 3, mais je veux voir Ghana sur Go Evil Game. Est-ce que le gars, il va Mhm. répéter, il va remontrer un truc fou? Parce que là, il peut faire un truc. Et puis oui, Dwarsdorf Run, c'est vrai que cette année, c'est celle qui me donne peut-être le moins envie, mais d'un autre côté, c'est là que je veux voir ce qui va se passer chez Visma. Je veux voir Wout, mais je veux même voir ce qui va se passer chez Visma. Ouais, Pas ouais. que Wout, comment ça va s'entendre, comment ça va rouler. Je crois que les trois nous offrent un terrain de jeu totalement différent, mais avec tous les trois un potentiel divertissement assez important. Mhm. Et il reste aux coureurs de nous l'offrir. Et toi, Romain? On aurait dû rester sur la dernière phrase d'Alexis. C'est au coureur de nous l'offrir, il faut que tu le refasses pour conclure cet épisode. Mais non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que ce sont trois courses fort différentes les unes des autres. Et chaque année, finalement, il y en a une qui sort peut-être un peu plus du lot, et encore. En tous les cas, chaque année, depuis 3-4 saisons, je trouve, en tous les cas, elles ont leur propre intérêt à être suivies, chacune pour elles, enfin, chacune pour ce qu'elles sont. Et donc, c'est ça qui est agréable. Il y a effectivement cette répétition du round sur le 3. Il y a Gant Evil Game, qui est une belle classique malgré tout, qui est en train de se réinventer. Et puis, il y a Dwars Run qui est la plus ouverte et donc la plus indécise finalement. Donc, en tout cas, ce serait un plaisir de suivre ces trois courses-là. Pour y voir qui gagnait, on y est. C'est l'instant prono. Euh, je vais vous demander un nom. C'est pas beaucoup, évidemment. Allez, si vous êtes gentil, vous êtes droit à un joker, parce que je sais que Damien aime bien souvent apporter deux noms. Aïe, aïe, aïe. Quel est votre favori pour le 3? Dans un premier temps, on va faire dans l'ordre évidemment, pour le 3 qui est favori. Je laisse la main. Je vais quand même dire Van Der Poel qui a un sprint assez costaud cette année. Je pense que, bref, j'ai peur un petit peu que Wout van Aert ne soit pas encore au niveau pour venir le concurrencer. Donc, je vais dire Van Der Poel et en joker Wout van Aert. Ah ouais, L'un des deux ah, battra Pogacar au sprint en tout cas. ok. Ah ouais, Ce que pas j'allais mal. dire sur le 3, je prends pas de joker, sinon c'est trop facile, mais j'aurais pas mis Van Aert dans le jeu, désolé. Moi, je vais dire Mathieu Van Der Poel, mais je le disais, je suis beaucoup moins convaincu que ce que je n'étais pour Milan-San Remo. Mais je donne 51% à Van Der Poel. Et donc, vous avez Ouais. compris, pour le joker, ça aurait été Pogacar, mais je ne le prends pas parce que non. Je pense, pour moi, il n'y a pas assez de répétition d'efforts que pour faire craquer Van Der Poel. C'est pour Et ça que je prends Van Der Poel, peut-être ouais. Van Aert. Mais je pense pas que Van Der Poel craquera. Et je donnerai mon avis sur le run plus tard, dans un prochain podcast. Oui, ben, je vous suis. Moi, je vais pointer Van Der Poel aussi, parce que vu la forme affichée sur Milan-San Remo, je vois pas Pogacar décrocher Van Der Poel dans le vieux Quarmont. Et si quand bien même c'était le cas, je vois Van Der Poel revenir sur Pogacar sur les derniers kilomètres qui sépareront le vieux Quarmont de l'arrivée. Donc voilà, pour moi, Van Der Poel est l'immense favori, même si Pogacar est au départ. Et pour le petit jeu, effectivement, ce serait facile de mettre Pogacar en, en joker. Je vais jouer une autre carte, je vais me dire, tiens, si jamais ça se neutralisait, je vais, pourquoi pas, ça va déplaire Alexis, mais je vais mettre Matteo Jorgensen. Ah bah ouais, bonsoir. Voilà. Ça, c'est pour le 3. On avance de 2 jours. Gant Wevelgem, qui est votre favori pour Gant Wevelgem. Je laisse la main du coup. Bien joué. Alors, vous allez voir que mon argumentaire n'a pas vraiment n'a pas des bases très solides. Je vais dire Tadej Pogacar. Pourquoi? Parce que si je dis que Mathieu Van Der Poel va gagner le 3, on a beau vivre une saison où Caleb Ewan gagne des courses, Tadej Pogacar ne va pas perdre 3 courses d'affilée quand même, faut pas déconner. Donc Tadej Pogacar. Et en joker, je vais rester sur de l'offensif et je vais dire Pipo Ganna. J'ai pas prévu le joker ici, mais je vais dire en. Alors, c'est un peu. Ça peut paraître fou, mais je vais dire Jonathan Milan Ah, joli. en vainqueur pour Game. Et alors,
Pour qui est-ce que je vais mettre en joker? Je regarde. Ben, Paul Maillet, tiens, allez. C'est beau. L'audace Voilà. d'Alexis. J'aime beaucoup évidemment le prono d'Alexis, mais j'aime beaucoup l'argument de Damien. Pogacar ne peut pas perdre 3 courses consécutives, c'est impossible. En tous les cas, quand ce mec-là est au départ d'une course, souvent il la gagne. Sauf quand Van Der Poel n'est pas là, Van Der Poel ne sera pas là. Donc logiquement, on pourrait attendre que Pogacar l'emporte. Ce sera le favori sur papier, c'est inévitable. Mais c'est vrai que il faudra voir s'il est capable de s'isoler de- dans le final de la course. S'il parvient à s'isoler, ce sera course gagnée, mais s'il ne parvient pas à s'isoler et qu'il arrive dans un petit groupe de 2, 3, 4, 5 coureurs, il pourrait effectivement être battu par des mecs comme, bah, tu as cité effectivement Milan, qui aurait pu être mon joker. On a cité Girmay, ancien vainqueur. On a cité tout à l'heure Philipsen en se disant, tiens, est-ce que Philipsen sera bien rétabli? Bah, du coup, je vais citer encore un autre. Je vais prendre Olaf Koy, Mhm. qui pourrait, pour moi, être très intéressant sur cette course-là. Sachant que l'autre, enfin, il y en a d'autres, hein. Il y a Mats Pedersen, il y a Tim Merlier. Bon, Tim Merlier, je ne pense pas qu'il pourra suivre, quoique on l'a déjà vu parfois de façon très impressionnante aussi sur les monts flandriens, donc pourquoi pas. Mais voilà, donc Pogacar et Koy comme joker. On a encore de 3 jours cette fois-ci pour arriver à Dwars door Vlaanderen à travers les Flandres, qui est votre favori et votre joker. Sachant que puisque vous avez chacun donné à tour de rôle votre nom, allez, je vais me lancer aussi, comme ça je l'aurais fait aussi. Mhm. Je vais là jouer par contre un pronom un peu foufou. Je vais vous dire Magnus Sheffield, voilà, au hasard, Hmm. comme ça, comme favori. Je vois bien en tout cas quelqu'un s'isoler effectivement et gagner en solitaire. Il a le profil adéquat pour le faire. Et si ce n'est pas lui, ben, je vais mettre en joker quelqu'un qui aura fait peut-être toutes les courses jusque-là sans en gagner une seule et qui là va essayer de se rassurer avant le round. Je vais mettre Mats Pedersen comme joker. Pour pas qu'on dise que je parle toujours de la même personne et que je reviens toujours désespérément sur lui, je vais choisir un de ses équipiers qui va enfin gagner à travers les Flandres après 2 années où il aurait mérité. Je vais dire Tige Benoot, en Oh, vainqueur d'à travers les Flandres. Il faudra miser sur l'effectif, hein, sur le surnombre, vraiment, ça c'est clair. Et pareil, en misant sur le surnombre, parce que comme Benoot, il n'a pas de giclette, je vais mettre Tom Skuns en joker. Du coup, je m'en veux parce que je vais pas être foufou. Bah, je vais dire Wout van Aert. ah, quand même. Ah bah, fallait Ah bien le bah dire. oui. Ah bah oui, pour moi, oui. Là, Bah, c'était mon choix de base, hein, je te rassure. On l'aura et compris. bah oui. Et alors, mon joker, j'ai pas pris Pogacar en joker sur le 3, j'en ai pas pris, donc je peux prendre 2 jokers sur Dwars door Vlaanderen, c'est 4. On peut. Hein. Allez. Non, blague à part, bah, Wout van Aert et j'ai envie de mettre Jorgensen, parce que pour moi, ce sera. Enfin, Visma doit être très fort et c'est les 2 hommes hein, très très forts de l'équipe. Mhm. Mais après, en fait, j'avais aussi envie de citer un gars qui est en forme et qui est de l'autre collectif, ce serait Wellens sur un coup tactique, parce qu'on sait qu'il sait Ouais. tenir aussi, lui, il sait bien rouler comme ça devant. Donc voilà, je crois plus en Jorgensen qu'en Wellens, mais pourquoi pas. Ok, bah, c'est ce qu'on verra en tous les cas. Ça y est, on y est. On signale aussi à nos auditeurs qu'au moment où nous enregistrons ce podcast, nous n'avons pas encore pu voir la classique de Panne-Brugge, qui est finalement cette première course flandrienne de cette quinzaine pratiquement. Hmm. Donc, elle nous aura peut-être déjà donné des enseignements. Elle aura peut-être causé de nouvelles chutes. Hein. On sait que c'est Ouais. parfois compliqué, évidemment, on l'a vu avec Philipsen sur Milan-San Remo, de pouvoir préfacer une grande course avec des coureurs qui vont encore courir entre le moment de l'enregistrement et la course. Mais enfin, voilà, ça c'est le jeu. Messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On reviendra évidemment très prochainement pour un petit peu débriefer évidemment toute cette course, mais surtout pour préfacer le round, la plus belle course du calendrier Mhm. pour celles qui sont considérées comme des courses de vélo. On sait Roubaix plus qu'une course. On va leur dire à chaque épisode finalement. Euh, et donc, avec, on l'a dit, hein, des gars qu'on va revoir encore et encore, des Van Der Poel, des Pogacar, mais aussi qu'on va retrouver avec des Van Aert, peut-être aussi, des Jorgensen. En tous les cas, ça s'annonce à nouveau une superbe semaine de pavés et de monts flandriens. Alexis, Damien, merci.
d'avoir participé à cet épisode et on se retrouve très bientôt pour des pavés et des Montflandriens. Ciao, ciao! Ciao, ciao, merci. Salut!